Pendant 15 ans, ma famille m'a oublié pour Noël. J'ai enfin hérité de la maison de plage où ils se réunissent. Ce décembre, quand mes 23 proches ont débarqué, je les attendais avec un shérif. Je m'appelle Elena Duval. J'ai 32 ans. Pendant 15 ans, j'ai passé chaque Noël seul, faisant défiler sur Instagram les photos de toute ma famille célébrant ensemble dans la maison de plage de ma grand-mère à Arcachon, me demandant ce que j'avais fait de mal pour ne pas être invité. Je n'ai jamais eu de réponse. Je n'ai jamais eu d'excuse. Je n'ai même jamais reçu un SMS. Puis, en janvier dernier, ma grand-mère, Viviane, est décédée. Je l'ai appris par une publication sur Facebook. Personne ne m'a appelé. Je suis arrivé en retard à l'enterrement parce que personne ne m'avait dit que l'heure avait changé. 3 semaines plus tard, un avocat m'a contacté au sujet d'un secret que ma grand-mère avait gardé pour elle, y compris de ma mère. Elle m'avait légué la maison de plage. Je n'ai rien dit à personne. J'ai attendu 11 mois. Et la veille de Noël, lorsque 23 membres de ma famille sont arrivés, s'attendant à leurs vacances annuelles, ils m'ont trouvé debout à la porte d'entrée. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. J'ai appris la mort de ma grand-mère par une publication Facebook, pas par un appel téléphonique de ma mère, ni un SMS de ma sœur. Une publication Facebook partagée par une cousine que je connaissais à peine, avec une photo de mamie Viviane souriante dans son jardin et les mots « Repose en paix, tante vive ». J'étais assise dans mon appartement à Lyon, fixant mon téléphone, attendant que quelqu'un, n'importe qui, m'appelle. Ils ne l'ont pas fait. L'enterrement a eu lieu 3 jours plus tard. J'ai conduit 4 heures pour m'y rendre. Quand je suis arrivé, le service avait déjà commencé. Personne ne m'avait informé du changement d'heure. Je me suis assise au dernier rang. Ma mère ne s'est pas retournée. Ma sœur, Mélanie, m'a jeté un coup d'œil, puis a détourné le regard comme si j'étais une étrangère qui s'était égarée dans la mauvaise église. Après l'inhumation, j'ai essayé d'approcher ma mère. Elle était entourée de parents, acceptant les condoléances, s'épongeant les yeux avec un mouchoir. « Maman », ai-je dit. Elle m'a regardé comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. « Elena, tu es venue. » Ce fut tout. Pas de câlin. Pas de « je suis contente que tu sois là ». Juste, tu es venue, comme si j'étais arrivé à une fête sans y être invité. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique. Mademoiselle Duval, ici Hubert Fournier. J'étais l'avocat de votre grand-mère. Je ne savais pas que mamie Viviane avait un avocat. J'ai besoin de vous rencontrer en privé, a-t-il dit. Ne parlez à personne de votre famille de cet appel. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Quelque chose ne va pas? Non, mademoiselle Duval. Quelque chose va très bien. Il a marqué une pause. Votre grand-mère a laissé des instructions précises. Elle a dit, et vous comprendrez, pourquoi cela doit rester entre nous. J'ai conduit à Lyon le lendemain matin sans me douter que j'étais sur le point d'hériter de la seule chose que ma mère désirait le plus. Mais d'abord, laissez-moi vous parler des photos de Noël. La première est apparue quand j'avais 17 ans, le 26 décembre 2009. Je faisais défiler Facebook quand je l'ai vue. Toute ma famille réunie dans le salon de mamie Viviane. Ma mère au centre, le bras autour de Mélanie, les tantes, les oncles, les cousins que je ne voyais qu'aux enterrements. 23 personnes riant, tenant des cadeaux, portant des pulls rouges assortis. Je n'étais pas là. J'ai appelé ma mère ce soir-là. Maman, pourquoi n'ai-je pas été invitée à Noël? Elle a soupiré comme si j'étais dramatique. Oh, chérie, nous pensions que tu restais avec ton groupe de préparation universitaire. Je ne te l'avais pas dit? Elle ne l'avait pas fait. L'année suivante, c'était, nous supposions que tu travaillais. L'année d'après, les messages de groupe n'ont pas dû passer alors. Tu sais, tu es toujours la bienvenue. Pourquoi n'es-tu pas simplement venue? J'ai essayé une fois. J'avais 23 ans. J'ai conduit jusqu'à Arcachon sans rien dire à personne, pensant que si je me présentais, il serait obligé de m'inclure. J'ai frappé à la porte. Ma mère a ouvert. Son visage est devenu pâle comme si elle avait vu quelque chose qui ne devrait pas exister. Elena, qu'est-ce que tu? Comment es-tu? Derrière elle, j'ai entendu la voix de Mélanie, forte et claire, est-ce que quelqu'un l'a vraiment invitée?
La pièce est devenue silencieuse. 23 personnes m'ont fixé comme si j'avais gâché leur fête privée. Ma mère s'est vite ressaisie. Bien sûr que tu es la bienvenue, chérie. Entre. Mais j'ai vu les regards, les conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand je passais. La façon dont Mélanie s'est assurée qu'il n'y avait pas de place pour moi à table. Je suis parti le lendemain matin. Je n'ai jamais réessayé. Pendant 15 ans, j'ai passé Noël seul, faisant défiler des photos d'une famille qui prétendait que je n'existais pas. Jusqu'à ce que mamie Viviane change tout. Pour comprendre pourquoi ma mère m'a effacé, il faut comprendre David Duval. C'était mon père. Il est mort quand j'avais 3 ans. Je ne me souviens pas vraiment de lui. Juste des fragments. L'odeur de térébenthine. Une voix grave fredonnant du jazz. La façon dont il me soulevait sur ses épaules pour que je puisse toucher les nuages. C'était un peintre, un rêveur, un homme qui croyait plus en la beauté qu'aux factures. Ma mère l'a épousé à 19 ans. Elle était jeune, impulsive, follement amoureuse. Ses parents désapprouvaient. Ses amis l'avaient prévenu, mais Diane a suivi son cœur. Et puis la réalité s'est installée. David ne pouvait pas garder un emploi stable. Ses peintures ne se vendaient pas. Il vivait dans un appartement d'une pièce avec un toit qui fuyait et un bébé qui pleurait toute la nuit. Quand j'avais 3 ans, David rentrait chez lui après un vernissage, sa première véritable chance de succès. Un camion a brûlé un feu rouge. Il est mort sur le coup. Les peintures qui ne se vendaient pas de son vivant valent 6 chiffres maintenant. Mais ma mère ne voulait pas de l'argent. Elle voulait oublier. Elle s'est remariée 2 ans plus tard. Richard Mercier. Stable, réussi, sûr. Ils ont eu Mélanie quand j'avais 7 ans. Et lentement, soigneusement, ma mère a commencé à effacer David Duval de l'existence. Elle n'en parlait jamais, ne me montrait jamais de photos. Quand les parents posaient des questions sur son premier mariage, elle changeait de sujet. Et moi? J'ai ses yeux. Bleus, gris, inhabituels, impossibles à confondre. Mamie Viviane était la seule à me dire la vérité. Ta mère ne te déteste pas, Elena, m'a-t-elle dit un jour alors que je pleurais sur son porche après un autre Noël solitaire. Elle déteste ce que tu lui rappelles. Je ne comprenais pas à l'époque. Mais le jour où je suis entré dans le bureau d'Hubert Fournier, j'ai finalement compris. Le bureau d'Hubert Fournier était dans un immeuble en briques du centre-ville, le genre d'endroit qui sentait les vieux livres et les décisions importantes. Il était plus âgé que je ne l'imaginais, les cheveux argentés, d'une gentillesse rassurante, avec une poignée de main qui sonnait comme une promesse. Merci d'être venue, mademoiselle Duval, il m'a fait signe de m'asseoir dans un fauteuil en cuir. Je me suis assise. Mes mains tremblaient. Il a glissé une enveloppe sur son bureau. Votre grand-mère m'a demandé de vous donner ceci avant de discuter des questions légales. L'enveloppe était couleur crème, mon nom écrit de la main tremblante de mamie Viviane. Je l'ai ouverte avec soin, comme si elle pouvait se briser. À l'intérieur, une seule page manuscrite, ma très chère Elena, si tu lis ceci, je suis parti. Mais avant de partir, j'avais besoin de réparer quelque chose. Tu es la seule qui ne m'ait jamais rien demandé. Tu venais tous les dimanches, non pas pour mon argent, ni pour la maison, mais pour moi. Tu appelais juste pour entendre ma voix. Tu t'es assise avec moi quand j'étais malade, quand j'avais peur, quand j'étais seule. Ta mère et ta sœur venaient quand elles voulaient quelque chose. Tu es venue parce que tu m'aimais. Alors, je te laisse tout. Ils diront que j'étais confuse. Ils diront que tu m'as manipulée. Mais je n'ai jamais été plus lucide de ma vie. La maison de plage est à toi. Tout. Fais en ce que tu veux. Promets-moi juste une chose, arrête d'être invisible. Avec tout mon amour, mamie. J'ai levé les yeux vers Hubert. Mes yeux étaient humides. La maison de plage, ai-je murmuré. Elle m'a laissé la maison de plage. Hubert hocha la tête. L'acte, la propriété, tout. Elle a préparé ceci il y a 5 ans et l'a mis à jour 2 fois spécifiquement pour la protéger contre toute contestation. Il se pencha en avant. Mademoiselle Duval, votre grand-mère a anticipé la résistance. Ce testament est blindé. Je suis restée assise dans ce fauteuil en cuir pendant longtemps, tenant la lettre de grand-mère comme si c'était la seule chose qui me rattachait à la terre.
La maison de plage. L'endroit où ma famille se réunissait chaque Noël sans moi. L'endroit où ils prenaient des photos dans des pulls assortis et prétendaient que je n'existais pas. L'endroit d'une valeur de 2,1 millions d'euros que ma mère convoitait depuis des décennies. Et mamie Viviane me l'avait laissé. Hubert se racla la gorge. Mademoiselle Duval, je dois vous demander, voulez-vous que je prévienne votre famille au sujet du testament? Je l'ai regardé. 15 ans. 15 Noël. 15 fois où j'avais découvert mon exclusion à travers un écran, assise seule dans mon appartement, me demandant ce que j'avais fait de mal. Et maintenant, pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose qu'il voulait. Non, ai-je dit. Pas encore. Hubert hocha lentement la tête. Il n'avait pas l'air surpris. Votre grand-mère avait prédit que vous diriez cela. Vraiment? Il tendit la main vers son bureau et sortit une autre enveloppe, plus petite, scellée à la cire. Elle m'a laissé des instructions. Elle a dit, quand Elena vous dira qu'elle veut attendre, donnez-lui ceci. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une seule ligne de l'écriture de grand-mère, je savais que tu aurais besoin de temps. Prends tout le temps qu'il te faut. Mais quand tu seras prête, montre-leur qui tu es. J'ai plié la note et l'ai mise dans ma poche. Maître Fournier, ai-je dit, combien de temps faut-il pour transférer l'acte de propriété? Avec votre coopération, environ 3 semaines. Et si je veux que cela reste privé? Il sourit légèrement. Je fais cela depuis 40 ans, mademoiselle Duval. Je sais comment être discret. Je me suis levé. Alors, commençons. 11 mois. C'est le temps que j'ai attendu. Et pendant ce temps, j'ai appris ce que ma grand-mère savait déjà, la patience n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. Les 11 mois suivants se sont déroulés comme si je vivais 2 vies. Dans une vie, j'étais Elena Duval, comptable senior dans un cabinet privé à Lyon. Je déposais des rapports. J'assistais à des réunions. Je déjeunais seul à mon bureau. Dans l'autre vie, je devenais tranquillement la propriétaire d'une maison de plage de 2,1 millions d'euros dont ma famille ignorait l'existence. Février, j'ai signé les documents finaux. Hubert m'a tendu un jeu de clés et un dossier épais de documents. C'est fait, a-t-il dit. La propriété est légalement à vous. Avril. Pâques est passé. Aucune invitation. Je ne m'y attendais pas. Juillet. L'anniversaire de Mélanie. J'ai ouvert Instagram et j'ai vu 47 photos de la maison de plage. Ma mère levant une coupe de champagne. Ma sœur soufflant des bougies sur la terrasse. Les enfants de mes cousins courant dans le salon qui m'appartenait maintenant. J'ai sauvegardé chaque photo. Documentation, avait dit Hubert. Preuve d'utilisation sans permission. Septembre. Je vérifiais mes emails lorsque j'ai trouvé un message transféré de tante Patricia, la sœur cadette de ma grand-mère. C'était un chat de groupe familial auquel je n'avais jamais été ajouté. Diane avait écrit, la maison de plage de maman a besoin d'entretien. Je prends rendez-vous avec un entrepreneur le mois prochain. Je m'occuperai de la facture. Elle programmait des réparations sur ma maison. Dépensant de l'argent sur ma propriété sans demander, sans savoir. J'ai appelé Hubert. Que dois-je faire? Laissez-la faire, a-t-il dit. Gardez les reçus. Elle améliore votre actif gratuitement. L'entrepreneur est venu en octobre. De nouvelles barres d'eau de toit, de la peinture fraîche sur la terrasse, des appareils de cuisine améliorés. Ma mère a payé 11 000 € pour rénover une maison qui n'était pas la sienne. J'ai gardé chaque facture. Novembre. J'ai commencé à planifier. Le 23 décembre, j'ai pris un vol pour la région d'Arcachon avec un dossier plein de documents et 15 ans de silence condensés en un seul mot, assez. Une semaine avant Noël, j'ai passé un appel à la gendarmerie d'Arcachon. Je voudrais signaler une situation d'intrusion potentielle, ai-je dit. Je possède une propriété à Arcachon. J'ai des raisons de croire que plusieurs individus tenteront d'y pénétrer sans permission le 24 décembre. L'adjudant en ligne, Marc Lambert, selon son introduction, était patient et professionnel. Madame, pouvez-vous prouver la propriété? J'ai l'acte, le titre, les dossiers fiscaux et le testament de l'ancienne propriétaire, tous notariés. Une pause. C'est complet.
J'ai eu 11 mois pour me préparer. Nous avons convenu de nous rencontrer le matin du réveillon de Noël. Il vérifierait mes documents. Si tout était en règle, il serait là à l'arrivée de ma famille. Madame, a dit l'adjudant Lambert avant de raccrocher. Êtes-vous sûr de cela? Les situations familiales peuvent être compliquées. Adjudant, ma famille utilise ma propriété depuis 15 ans sans ma connaissance ni mon consentement. Je dirais que c'est déjà compliqué. La nuit précédant mon départ, mon téléphone a vibré. Elena, c'est Patricia. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Tante Patricia était la seule parente à s'inquiéter de moi, la seule qui repoussait occasionnellement les tentatives de ma mère de contrôler le récit. Je vais bien, tante Patricia. Tu es sûre, ma chérie? Je me demande toujours pourquoi tu n'es jamais à ces événements. Diane dit que tu préfères être seule, mais... Elle a laissé sa phrase en suspens. Tante Patricia, ai-je dit avec soin. Tu comprendras bientôt. Que veux-tu dire? Ne sois pas surprise. Quoi qu'il arrive demain. Elle fut silencieuse un instant. Elena, qu'est-ce que tu prépares? J'ai souri. Mon premier vrai sourire depuis des mois. Je me présente, c'est tout. J'ai raccroché, fait mes valises et suis allé me coucher. Demain, j'allais cesser d'être invisible. La maison de plage était exactement comme je m'en souvenais. Je suis arrivé le soir du 23 décembre, juste au coucher du soleil sur Arcachon. La clé qu'Hubert m'avait donnée s'adaptait parfaitement à la nouvelle serrure que j'avais fait installer 2 mois auparavant. L'ancienne clé de ma mère ne fonctionnerait plus. Je suis entré et me suis tenu dans le vestibule, respirant l'odeur de l'air salin et du vieux bois. La dernière fois que j'étais venu ici, j'avais 23 ans, non invité, non désiré. J'étais parti avant le petit déjeuner. Maintenant, j'étais de retour. Et cette fois, je possédais chaque centimètre carré. J'ai parcouru la maison lentement, pièce par pièce. Le salon avec sa cheminée en pierre. La cuisine que ma mère venait de rénover, techniquement avec mon argent. Les chambres à l'étage, chacune contenant des souvenirs de Noël que je n'avais vus qu'en photo. Sur la cheminée, j'ai trouvé ce que je cherchais. Une photo encadrée d'il y a 3 ans. 23 personnes en pull rouge assorties souriant à l'appareil photo. Mamie Viviane était assise au centre, l'air fatiguée mais heureuse. Je n'étais pas sur la photo. Je ne l'étais jamais. J'ai pris le cadre et je l'ai étudié. Ma mère se tenait à droite de grand-mère, la main possessivement sur son bras. Mélanie était à gauche, tenant sa fille. Tante, oncle, cousin remplissaient chaque espace disponible. Pas de place pour moi. Il n'y en avait jamais eu. J'ai posé la photo sur la table basse. Demain, ils la verraient. Ils se souviendraient de l'endroit où ils se tenaient lorsque leur monde a basculé. Dans l'ancienne chambre de grand-mère, j'ai trouvé un cadre plus petit, que je n'avais jamais vu auparavant. C'était moi et grand-mère, pris 6 mois avant sa mort. Nous étions assises sur ce même porche, riant de quelque chose dont je ne me souvenais plus. Elle l'avait gardé près de son lit, caché des autres. Je l'ai placé sur la cheminée, juste au centre. Demain, je ne serai plus invisible. Le matin du réveillon de Noël, 7 heures. Je me suis réveillé dans le lit de grand-mère, mon lit maintenant, au bruit des vagues qui s'écrasaient devant la fenêtre. Pendant un instant, j'ai oublié où j'étais. Puis je me suis souvenu, c'était le jour J. J'ai pris une douche, séché mes cheveux et me suis tenu devant le placard que j'avais apporté de Lyon. J'avais fait des bagages légers, documents, articles de toilette et une tenue que j'avais choisie spécifiquement pour ce moment. Un pull en cachemire bordeaux foncé, la couleur de grand-mère. Elle disait toujours que le rouge était pour les gens qui refusaient de disparaître. Je l'ai enfilé, j'ai appliqué un maquillage léger, du rouge à lèvres classique, la même teinte qu'elle portait autrefois. Quand je me suis regardé dans le miroir, je n'ai pas vu la femme qui avait été effacée pendant 15 ans. J'ai vu quelqu'un d'autre, quelqu'un de près. À 8h30, mon téléphone a sonné. Mademoiselle Duval, adjudant Lambert, j'arrive. Merci, adjudant. J'aurai tout préparé. J'ai étalé mes documents sur la table de la salle à manger. Le testament, l'acte, les registres fiscaux montrant que j'avais payé les impôts fonciers au cours des 11 derniers mois, les factures de l'entrepreneur que ma mère avait involontairement généré.
La lettre d'Hubert confirmant le transfert légal. 23 copies d'un avis d'expulsion, une pour chaque membre adulte de la famille. L'adjudant Lambert est arrivé à 10 heures. C'était un homme grand, d'une quarantaine d'années, avec le calme de quelqu'un qui avait tout vu. Il a examiné chaque document attentivement. Tout cela semble légitime, madame. Il leva les yeux. Vous possédez vraiment cet endroit? Vraiment. Et votre famille ne le sait pas? Ils le sauront dans environ 2 heures. Il hocha lentement la tête. Je serai là quand ils arriveront. Mais madame, êtes-vous sûre de cela? Une fois que cela se produit, il n'y a pas de retour en arrière possible. J'ai pensé à 15 Noël. 15 ans d'oubli. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Il m'a rendu mes documents. Alors, attendons. À 11h47, j'ai vu la première voiture tourner sur le chemin de gravier. J'étais debout à la fenêtre de l'étage, en train de regarder. L'adjudant Lambert attendait dans sa voiture de patrouille, garée discrètement derrière un bouquet d'arbres au bord de la propriété. Le SUV argenté de ma mère menait le cortège. Derrière elle venait le Range Rover blanc de Mélanie, puis la BMW noire de Richard, puis voiture après voiture après voiture. Tante, oncle, cousins, leurs conjoints, leurs enfants. 6 véhicules au total. 23 personnes, plus les bagages, les décorations de Noël et suffisamment de nourriture pour nourrir une armée. Ils sont sortis de leur voiture comme s'ils possédaient l'endroit, parce qu'ils pensaient qu'ils le possédaient. J'ai regardé ma mère se diriger vers la porte d'entrée, les clés tintant à la main. Elle portait un manteau couleur crème et des perles, toujours des perles. Sa posture rayonnait de propriété, d'autorité, de contrôle. Mélanie la suivait de près, dirigeant son mari pour décharger les valises. Mais les grandes dans la chambre principale. Maman et papa prennent toujours cette chambre. Ma chambre maintenant. Ma chambre principale. Les enfants couraient devant, criant à propos de la plage, des cadeaux, de toutes les choses qu'ils feraient cette semaine dans la maison de mamie Viviane. Plus la maison de mamie Viviane. Derrière eux tous, presque inaperçus, la voiture de patrouille de l'adjudant Lambert sortit lentement de sa cachette et roula vers l'allée. Personne ne la remarquait. Ils étaient trop occupés à décharger, à bavarder, à réclamer leurs espaces. Je suis descendu lentement. Chaque pas craquait sur les vieilles marches en bois, les mêmes marches que j'avais descendues il y a 9 ans, essayant d'être invisible, essayant d'appartenir. Je n'essayais plus. J'ai atteint la porte d'entrée juste au moment où ma mère insérait sa clé dans la serrure. J'ai entendu le clic, puis j'ai entendu sa confusion. Quoi, Richard? La clé ne marche pas. J'ai souri et j'ai ouvert la porte. Le regard sur le visage de ma mère lorsque la porte s'est ouverte me restera à jamais. Elle se tenait là, clé toujours à la main, bouche à moitié ouverte pour se plaindre à Richard de la serrure. Et puis elle m'a vu. Pendant 3 secondes complètes, personne n'a parlé. J'étais debout dans l'embrasure, portant la couleur de grand-mère, ma main reposant nonchalamment sur l'encadrement de la porte. Derrière moi, le feu que j'avais allumé ce matin crépitait chaleureusement. La maison sentait la cannelle et le cèdre, des odeurs de Noël. Elena. La voix de ma mère s'est brisée. Qu'est-ce que tu... Comment es-tu entrée ici? Bonjour, maman. Je n'ai pas bougé de l'embrasure. Richard est apparu derrière elle, fronçant les sourcils. Les serrures doivent être cassées. Laisse-moi essayer. Les serrures ne sont pas cassées, ai-je dit calmement. Elles sont neuves. Je les ai changées. Silence. Mélanie s'est avancée, le visage tordu de confusion. Tu as changé les serrures de la maison de maman? Ce n'est pas la maison de maman. Ma mère a ri, un son aigu et nerveux. Elena, de quoi parles-tu? C'est la propriété de ma mère. Je ne sais pas quel genre de... C'est ma propriété, ai-je dit. Cela fait 11 mois. Plus de silence. Derrière la famille, j'ai vu l'adjudant Lambert sortir de sa voiture de patrouille. Il attendait près du véhicule, observant. Tante Patricia a été la première à le remarquer. Diane, pourquoi y a-t-il un gendarme ici? Tout le monde s'est retourné. 23 personnes ont regardé la voiture de patrouille comme si elle s'était matérialisée de nulle part. Je lui ai demandé de venir, ai-je dit.
Au cas où quelqu'un aurait du mal à comprendre la situation. Le visage de ma mère est passé de confus à furieux. Quelle situation? De quoi parles-tu? Je pense que nous devrions en discuter dehors, ai-je dit. Étant donné que c'est ma maison et qu'aucun de vous n'y a été invité. J'ai reculé et j'ai commencé à fermer la porte. Attends. Ma mère s'est précipitée en avant. Tu ne peux pas faire ça. En fait, ai-je dit, je peux. J'ai ouvert la porte plus largement, non pas pour les inviter à entrer, mais pour que tout le monde puisse me voir clairement. Le vent de décembre a traversé le porche, vif et froid. Ma famille se tenait groupée sur les marches comme des choristes qui auraient oublié leurs chansons. Les enfants se sont blottis derrière leurs parents. Les valises gisaient abandonnées sur le gravier. C'est ridicule, a claqué ma mère. Richard, appelle la police. La police est déjà là, madame, a dit l'adjudant Lambert, s'avançant sur le chemin. Sa voix était calme, professionnelle. Je suis l'adjudant Marc Lambert. On m'a demandé d'aider mademoiselle Duval dans un différend immobilier. Il n'y a pas de différend. La voix de ma mère monta. C'est la maison de ma mère. Avec tout mon respect, madame, ce n'est pas le cas. L'adjudant Lambert s'est arrêté à côté de moi. J'ai examiné l'acte, le testament et les dossiers de propriété. Cette maison appartient à Elena Duval. Et ce, depuis près d'1 an. J'ai regardé l'information se propager dans la foule. Les tantes ont échangé des regards. Les oncles se sont déplacés inconfortablement. Mélanie a saisi le bras de son mari comme si elle avait besoin de se retenir. C'est impossible, dit Mélanie. Grand-mère n'aurait jamais. Elle l'a fait. J'ai sorti un dossier de derrière la porte, le dossier que j'avais préparé il y a 11 mois. Ceci est une copie de son testament, signé, attesté, notarié. Elle m'a légué la maison de plage spécifiquement et exclusivement. Ma mère a arraché le dossier de mes mains, ses yeux parcourant les pages, son visage devenant plus pâle à chaque ligne. Ce n'est pas possible. Elle était confuse. Elle avait la démence. Son médecin témoignera qu'elle était saine d'esprit jusqu'à 2 semaines avant son décès. J'ai gardé ma voix stable. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Tante Patricia s'est avancée, la main sur le cœur. Elena, Viviane te l'a laissé? Je l'ai regardée, la seule personne dans cette foule qui m'ait jamais demandé pourquoi je n'étais pas à Noël. Oui, tante Patricia, elle l'a fait. Le silence qui a suivi fut assourdissant. L'adjudant Lambert s'est avancé et la foule s'est écartée devant lui comme Moïse devant la mer Rouge. Écoutez, je comprends que ce soit inattendu. Sa voix portait l'autorité de quelqu'un qui avait délivré de mauvaises nouvelles 1000 fois, mais la loi est claire. Mademoiselle Duval est la propriétaire légale de cette propriété. J'ai vérifié les documents moi-même. Richard se racla la gorge. Officier, il y a sûrement une erreur. La famille utilise cette propriété depuis 15 ans, ai-je terminé, sans ma permission. Parce que je ne savais pas que je la possédais avant 11 mois. Tu ne savais pas? La voix de Mélanie dégoulinait de scepticisme. Comme c'est commode. Votre grand-mère a choisi de garder cela privé, a dit l'adjudant Lambert. Et maintenant, c'est à mademoiselle Duval de choisir comment procéder. Ma mère serrait toujours le dossier, ses jointures blanches. J'appelle un avocat. Ce testament est frauduleux. Ma mère n'aurait jamais. Votre mère l'a fait. J'ai croisé son regard. Elle a également anticipé que vous diriez exactement cela, c'est pourquoi elle a chargé Hubert Fournier, un avocat spécialisé en succession avec 40 ans d'expérience, de le rédiger avec des protections supplémentaires contre la contestation. J'ai tendu la main dans ma poche et j'ai sorti une épaisse pile de papier, chacun portant un sceau officiel. Ce sont des avis d'expulsion, un pour chaque adulte présent. J'ai commencé à les distribuer. Vous avez 30 minutes pour retirer vos effets personnels de vos véhicules. Après cela, si vous êtes toujours sur ma propriété, l'adjudant Lambert vous escortera pour intrusion. Les avis passaient de main en main. Certaines personnes les lisaient, d'autres se contentaient de les fixer. Mon cousin Denis a pris la parole depuis l'arrière. Elena, s'il te plaît. C'est le réveillon de Noël. Ne peut-on pas en parler? Nous aurions pu en parler lors de n'importe lequel des 15 Noëls que vous avez passés ici sans m'inviter. J'ai haussé les épaules.
J'ai le temps maintenant. Et vous? Personne n'a répondu. Ma mère a explosé. Tu l'as manipulée. Elle a jeté le dossier à terre, les papiers s'éparpillant sur le porche. Tu l'as monté contre nous. Toi, l'ingrate comploteuse. À quand remonte ta dernière visite, maman? Elle s'est arrêtée en plein milieu de sa phrase. Je lui ai rendu visite tous les dimanches pendant 5 ans, ai-je continué. Je me suis assise avec elle quand elle avait peur. J'ai tenu sa main quand elle mourait. Quand es-tu venu pour la dernière fois? Et je ne parle pas de Noël, quand tu voulais la maison. Je veux dire juste pour la voir. La bouche de ma mère s'est ouverte et fermée. Aucun mot n'est sorti. Mélanie a essayé de la sauver. Cela ne te donne pas le droit de voler notre héritage. Votre héritage? J'ai ri, un son que je n'ai pas reconnu. Vous voulez dire la maison que vous utilisez gratuitement depuis 15 ans? La maison pour laquelle vous avez programmé des réparations sans demander à qui elle appartenait? Je me suis tourné vers la foule. Ma mère a payé 11 000 € en octobre pour rénover cette cuisine. Elle ne m'a pas demandé. Elle ne savait même pas qu'elle aurait dû le faire parce qu'elle supposait qu'elle possédait quelque chose qui n'a jamais été à elle. La voix de tante Patricia a coupé l'attention. Diane, quand as-tu invité Elena pour la dernière fois à Noël? La question est restée en suspens dans l'air comme de la fumée. Ma mère s'est tournée vers sa sœur. Ce n'est pas. Elle n'a jamais voulu venir. Elle aime être seule. Je ne voulais pas venir, j'ai gardé ma voix stable. Ou plutôt, on ne m'a jamais dit quand la réunion avait lieu. Silence. 23 personnes et aucune d'entre elles ne pouvait croiser mon regard. Puis ma mère a dit les mots qui ont tout changé. Très bien. Tu veux savoir pourquoi tu n'es jamais invité? Parce que je ne peux pas te regarder. Chaque fois que je vois ton visage, je le vois, lui. Ton père. Cet artiste rêveur et inutile qui a ruiné ma vie. La foule est restée complètement immobile. D'accord, je dois faire une pause ici. Certains d'entre vous pensent peut-être, elle aurait dû simplement leur parler. Et peut-être avez-vous raison. Peut-être aurais-je dû le faire. Mais voici ma question pour vous. Si quelqu'un vous ignore pendant 15 ans, lui devez-vous une conversation? Tapez oui si vous pensez que j'aurais dû parler d'abord. Tapez non si vous pensez que les actions parlent plus fort. Je lis chaque commentaire après cela. Le silence après l'explosion de ma mère était différent de tout ce que j'avais jamais vécu. 23 personnes se tenaient figées dans le froid de décembre, leur souffle formant de petits nuages qui se dissipaient dans le néant. Même les enfants s'étaient tus, sentant que quelque chose de terrible avait basculé. La voix de Mélanie est sortie étranglée. « Maman, de quoi parles-tu » Le visage de ma mère était devenu blanc. Elle regardait ses mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre, comme si elle l'avait trahi. Je ne voulais pas dire. Ce n'est pas ce que. David Duval, ai-je dit doucement. Mon père, l'homme que tu as épousé avant Richard, l'homme que tu essaies d'effacer depuis 30 ans. Richard s'est avancé, le visage masqué par la confusion. Diane, de quoi parle-t-elle? Ma mère ne pouvait pas le regarder. Tante Patricia a parlé, sa voix à peine un murmure. Diane, tu as exclu ta propre fille à cause de David. Tu ne comprends pas. La voix de ma mère s'est brisée. Chaque fois que je la regarde, je le vois. Ses yeux, ses expressions. Je vois toutes les erreurs que j'ai commises, toutes les années que j'ai perdues. C'était une enfant. La voix de tante Patricia s'est aiguisée. Elle n'a pas choisi son père. Elle n'a pas choisi ses yeux. Je le sais, a crié ma mère, puis plus doucement. Je le sais. J'ai regardé ma mère. Je l'ai vraiment regardée. La femme qui m'avait systématiquement retiré des réunions de famille pendant 15 ans, qui m'avait fait croire que j'imaginais l'exclusion, qui avait appris à ma sœur que j'étais jetable. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Pas de la colère. De la pitié. Tu n'as pas pu pardonner à un homme mort, ai-je dit doucement. Alors tu as puni la seule partie de lui qui était encore vivante. Le visage de ma mère s'est froissé un instant. J'ai cru qu'elle allait pleurer, mais elle ne s'est pas excusée. Elle ne l'a jamais fait. J'aurais pu la détruire là, devant tout le monde.
J'aurais pu énumérer chaque Noël où elle m'avait exclu, chaque mensonge qu'elle avait raconté, chaque fois où elle m'avait fait sentir comme un fantôme dans ma propre famille. J'aurais pu la rendre petite, comme elle m'avait rendu petite pendant 15 ans. Mais ce n'était pas pour ça que j'étais là. Adjudant Lambert, ai-je dit, me détournant de ma mère. Veuillez leur donner 30 minutes pour retirer leurs effets personnels de leur véhicule. Ensuite, je veux que tout le monde quitte ma propriété. Attendez une minute, a commencé Richard. 30 minutes, Richard. C'est plus de considération que je n'en ai jamais eu. Mélanie a serré sa fille contre sa jambe. Elena, les enfants, c'est le réveillon de Noël. Tu ne peux pas nous mettre dehors sans endroit où aller. Il y a 3 hôtels en ville, j'ai gardé ma voix stable. J'ai appelé hier. Ils ont des chambres disponibles. J'ai même recommandé de réserver des blocs pour une grande famille. La bouche de Mélanie s'est ouverte. Je n'essaie pas de ruiner le Noël de qui que ce soit, ai-je continué. Je n'essaie pas de faire souffrir qui que ce soit. Je veux juste ce qui aurait dû être à moi depuis le début, le droit de décider qui entre dans ma maison. L'adjudant Lambert s'est avancé. Vous l'avez entendu, tout le monde. 30 minutes. Je compte. Un par un, la famille a commencé à bouger, lentement, à contre-cœur. Les valises ont été remises dans les coffres. Les enfants ont été conduits dans les voitures. Les portes se sont claquées avec le son creux de la défaite. Ma mère se tenait immobile sur le porche, me fixant comme si elle me voyait pour la première fois. Elena, a-t-elle murmuré. S'il te plaît. J'ai croisé ses yeux, les mêmes yeux bleu-gris que je voyais dans le miroir chaque matin. Tu as eu 15 ans pour dire s'il te plaît, ai-je dit. Tu as choisi le silence à la place. Je suis rentré dans ma maison et j'ai fermé la porte. Je me suis appuyé contre la porte fermée, mon cœur battant si fort que je pouvais le sentir dans mes tempes. Par la fenêtre, j'ai regardé les voitures commencer à s'éloigner. Une par une, le gravier crissant sous les pneus était le seul son. Puis j'ai entendu frapper. Je me suis tendu. Si c'était ma mère, encore une fois. Elena, c'est Patricia. J'ai ouvert la porte. Tante Patricia se tenait seule sur le porche. Les autres voitures disparaissaient déjà sur la route. Elle n'était pas partie avec eux. Puis-je, a-t-elle demandé doucement. Je me suis écarté. Elle est entrée, ses yeux balayant la pièce familière avec une nouvelle compréhension. J'aurais dû parler il y a des années. Sa voix était lourde. J'ai demandé à Diane pourquoi tu ne venais jamais. Chaque année, j'ai demandé. Elle avait toujours une excuse. Elena aime son espace. Elena a du travail. Elena préfère être seule. Et tu l'as cru? Je l'ai cru. Patricia essuya ses yeux. C'est de ma faute. J'aurais dû t'appeler directement. J'aurais dû exiger des réponses. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Parce que c'était plus facile de ne pas le faire. Parce que Diane est. Elle chercha le mot. Convaincante, et je ne voulais pas créer de conflit. Alors tu as choisi la paix plutôt que moi. Oui. Pas d'excuses, pas de justification, juste la vérité. Patricia a fouillé dans sa poche et a sorti un morceau de papier plié. Viviane m'a donné ceci. 2 mois avant de mourir, elle m'a fait promettre de ne le montrer à personne avant son départ. J'ai pris le papier, je l'ai déplié. C'était une note de l'écriture de grand-mère, Patricia, assure-toi qu'Elena sache qu'elle n'imaginait pas les choses. C'était réel. Tout ce qu'elle ressentait était réel. Mes mains tremblaient. Elle savait. Patricia a dit, elle voyait tout. Et elle voulait que tu saches que tu n'as jamais été folle. Pour la première fois ce jour-là, je me suis permis de pleurer. Par la fenêtre, j'ai regardé la dernière des voitures disparaître sur le chemin de gravier. Le Range Rover blanc de Mélanie a été le dernier à partir. Par la vitre arrière, je pouvais voir le visage de sa fille pressé contre la vitre, confuse, regardant la maison de plage rétrécir au loin. Je me suis demandé ce qu'ils allaient lui dire. Probablement que tante Elena était folle, qu'elle avait volé la maison, qu'elle était la méchante de leur histoire familiale. Cela n'avait plus d'importance. La BMW de Richard s'était arrêtée avant de s'éloigner. Il avait baissé sa vitre et m'avait regardé,
debout dans l'embrasure de la porte. Elena. Sa voix était fatiguée. Je suis désolé pour tout. J'ai étudié l'homme qui avait été mon beau-père pendant 27 ans, qui avait regardé ma mère m'effacer sans jamais dire un mot. C'est un début, Richard, ai-je dit. Mais désolé n'annule pas 15 ans. Il hocha lentement la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. J'aurais dû faire plus. Oui, tu aurais dû. Il remonta sa vitre et s'éloigna. Ma mère n'a jamais regardé en arrière. Elle était assise rigidement sur le siège passager, fixant droit devant elle tandis que la voiture de Richard prenait le virage sur la route principale. L'adjudant Lambert est venu se tenir à côté de moi. Cela a demandé du courage, madame. Vraiment? J'ai secoué la tête. Cela a demandé 11 mois de planification et un dossier plein de documents légaux. Ce n'est pas du courage. C'est de la préparation. Il sourit légèrement. Parfois, c'est la même chose. Il m'a serré la main. Si vous avez besoin d'autre chose, vous avez mon numéro. Merci, adjudant, d'avoir été là. Je ne fais que mon travail. Il a salué de son chapeau et est retourné à sa voiture de patrouille. Je suis resté seul sur le porche de la maison de ma grand-mère, ma maison, et j'ai écouté le bruit des vagues. 6 SUV, 23 par an, 15 ans d'oubli. Tout cela était enfin terminé. Tante Patricia est restée 1 heure. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Elle a fait du thé avec la nouvelle bouilloire que ma mère avait involontairement achetée, et nous nous sommes assis ensemble devant la cheminée, regardant les flammes. Appelle-moi plus tard, a-t-elle dit lorsqu'elle s'est finalement levée pour partir. J'ai hoché la tête. Je le ferai. Elle m'a serré dans ses bras, un vrai câlin, pas le genre performatif auquel j'étais habitué lors des rares événements familiaux auxquels j'avais assisté. Puis elle est partie et j'étais seul. Vraiment seul pour la première fois depuis mon arrivée. J'ai parcouru la maison lentement. Chaque pièce se sentait différente maintenant. Non pas hantée par l'exclusion, mais silencieuse avec possibilité. La mienne à remplir ou à laisser vide comme je le choisissais. Dans le salon, la photo d'il y a 3 ans était toujours sur la table basse. 23 visages en pull rouges assortis. Mamie Viviane au centre. Je l'ai prise et l'ai étudiée une dernière fois. Puis je l'ai placée face cachée dans un tiroir. Sur la cheminée, ma photo avec grand-mère est restée. Nous deux riant sur le porche. La seule image dans cette maison qui m'incluait. Je l'ai fait, ai-je dit à voix haute à la pièce vide. À elle. Je me suis enfin présenté. Le feu crépitait. Les vagues s'écrasaient dehors. La maison s'est installée autour de moi comme si elle exhalait. Je me suis assise dans le vieux fauteuil de grand-mère, mon fauteuil maintenant, et je me suis laissé ressentir tout ce que j'avais retenu. La colère, le chagrin, l'étrange douleur creuse d'avoir gagné une bataille que je n'aurais jamais dû avoir à mener. J'ai pleuré. Pas les larmes polies que je m'étais autorisées dans le bureau d'Hubert, mais le genre laid, le genre que j'avais économisé pendant 15 ans. Quand j'ai eu fini, le soleil se couchait sur l'eau. J'étais seul. Mais pour la première fois, être seul se sentait comme un choix. Mon choix. Les messages ont commencé 3 jours après Noël. Mon téléphone, qui était resté silencieux pendant la majeure partie des vacances, a soudainement explosé de notifications. Des groupes de discussion auxquels je n'avais jamais été ajouté m'incluaient maintenant. Ironiquement, maintenant que je m'étais rendu impossible à ignorer. Certains étaient en colère. Cousin Denis, ce que tu as fait est cruel. C'est Noël. Tu aurais pu gérer ça différemment. Tante Barbara, la sœur de ma mère, Viviane aurait honte de la façon dont tu as traité ta famille. Mélanie, j'espère que tu es heureuse d'avoir détruit nos traditions. Grand-mère doit se retourner dans sa tombe. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Mais il y avait aussi d'autres messages. Des inattendus. Oncle Franck, qui avait toujours semblé être un bruit de fond lors des événements familiaux, Elena, je ne savais pas que tu n'étais pas invitée. J'ai toujours cru que tu ne voulais juste pas venir. Je suis désolé. Cousine Sophie, j'ai demandé une fois à ma mère pourquoi tu n'étais jamais là. Elle a dit que tu avais tes propres trucs. J'aurais dû te contacter. Je suis désolé. Un autre cousin, dont je me souvenais à peine, je viens d'apprendre que Diane a dit à tout le monde que tu préférais célébrer seul. Ce n'était pas vrai,
n'est-ce pas? Non, ce n'était pas vrai. J'ai appris quelque chose au cours de ces 3 jours. Pendant 15 ans, ma mère avait contrôlé le récit. Elle avait dit à tout le monde que j'étais réservée, indépendante, que je choisissais l'isolement, et il l'avait cru parce que c'était plus facile que de se poser des questions. Maintenant, avec la vérité exposée, certains d'entre eux commençaient à regarder en arrière, à se souvenir des questions sans réponse, des pièces manquantes. Pas tous, bien sûr. Certains ne croiraient jamais rien d'autre que le fait que j'étais la méchante. Mais certains. Tante Patricia appelait tous les jours juste pour prendre de mes nouvelles, juste pour parler. C'était plus de contacts familiaux que je n'en avais eu depuis des années, et c'était suffisant. Pour l'instant, c'était suffisant. Richard a appelé la veille du Nouvel An. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait glisser l'écran. Elena. Sa voix semblait fatiguée, plus vieille que dans mes souvenirs. Merci de décrocher. J'ai attendu. J'ai besoin que tu saches quelque chose, a-t-il continué. À propos de ce qui s'est passé, des 15 dernières années. J'écoute. Je ne connaissais pas l'étendue complète. Je savais que Diane était compliquée à ton sujet. Je savais qu'elle avait parfois du mal à être dans la même pièce que toi, mais je ne savais pas qu'elle t'excluait activement. Comment est-ce possible, Richard? Tu étais là chaque Noël. Elle contrôlait tout. Sa voix se brisa légèrement. Les invitations, la planification, les listes d'invités. Quand je posais des questions sur toi, elle disait que tu ne voulais pas venir. Elena aime son espace, disait-elle à chaque fois. Et tu n'as jamais vérifié, jamais appelé toi-même? Une longue pause. Non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je lui faisais confiance. Parce que... Il expira. Parce que c'était plus facile de ne pas le faire. C'était ça. La même raison que tante Patricia avait donnée, la même raison que tout le monde. C'était plus facile de ne pas le faire. Ta grand-mère m'a appelé une fois, ajouta Richard, environ 1 an avant de mourir. Elle m'a demandé pourquoi je laissais Diane t'effacer. C'étaient ses mots exacts. Que lui as-tu dit? Je n'avais pas de réponse. Je n'en ai toujours pas. Il marqua une pause. Je n'appelle pas pour demander pardon, Elena. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Ce que Diane a fait, ce que j'ai permis en ne faisant rien. J'ai considéré ces mots, l'observateur passif, le témoin silencieux. 27 ans à regarder et à ne jamais intervenir. Merci de me le dire, Richard. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Pas tout de suite, mais merci de demander. C'était plus que ce que ma mère n'avait jamais fait. Ma mère a appelé une semaine plus tard. J'ai reconnu le numéro immédiatement. Le même numéro qui n'avait jamais appelé pour les anniversaires, jamais envoyé de SMS pour les fêtes, jamais contacté pendant 15 ans, sauf si elle voulait quelque chose. J'ai répondu quand même. J'avais besoin d'entendre ce qu'elle dirait. Elena. Chérie. Sa voix était mielleuse. Prudente. La voix qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Je pense que nous avons eu un terrible malentendu. Ah oui? Les fêtes deviennent si stressantes. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas. Je suis sûr que nous pouvons arranger ça. Arranger quoi exactement? La maison, bien sûr. Son ton a légèrement changé. Toujours doux, mais avec une pointe. Elle a une telle valeur sentimentale pour toute la famille. Peut-être pourrions-nous organiser une sorte de copropriété. Je pourrais m'occuper de l'entretien. Non. Silence. Pardon? Non, maman. Je ne vais pas partager la propriété. Je ne vais pas organiser des horaires d'entretien. C'est ma maison. Grand-mère me l'a laissée. Ta grand-mère ne pensait pas clairement. Les avocats. Les avocats l'ont déjà examiné pendant 11 mois. Le testament est valide. C'est fini. Sa voix a perdu toute douceur. Tu es déraisonnable. Je suis clair. Il y a une différence. Je suis toujours ta mère, Elena. J'ai fermé les yeux. Être une mère demande plus que la biologie, maman. Tu me l'as appris.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as passé 30 ans à essayer d'effacer un homme mort, et tu m'as effacé à la place. Et maintenant c'est fait. J'ai fini. Elena. Au revoir, maman. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué son numéro. C'était la première fois de ma vie que je mettais fin à une conversation avec ma mère selon mes propres termes. La première fois que j'arrêtais d'attendre des excuses qui n'allaient jamais venir. J'ai eu l'impression de déposer quelque chose de lourd que je n'avais pas réalisé que je portais. Rapidement, je sais que certains d'entre vous se demandent si j'ai pardonné à ma mère. J'y viendrai. Mais d'abord, dites-moi, pensez-vous que des gens comme Diane peuvent réellement changer ou est-ce juste leur nature? Commentez changement si vous croyez aux deuxièmes chances. Commentez et fini si vous pensez que certains schémas ne peuvent pas être brisés. Je ne juge pas. Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Maintenant, revenons à l'histoire. En février, j'ai pris une décision. J'ai parlé à mon entreprise de la possibilité de travailler à distance. Ils ont accepté. En partie parce que j'étais bonne dans mon travail, en partie parce que la flexibilité post-pandémique était devenue la norme. J'ai fait mes cartons dans mon appartement de Lyon, j'ai chargé ma voiture et j'ai roulé jusqu'à Arcachon. La maison de plage m'attendait. J'ai passé la première semaine à m'installer, à déplacer des meubles, à peindre la chambre d'un gris bleu doux, à faire de l'espace le mien au lieu d'un musée de souvenirs de famille dont je n'avais jamais fait partie. Un après-midi, en nettoyant un placard dans l'ancien bureau de grand-mère, j'ai trouvé une boîte que je n'avais pas vue auparavant. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des douzaines d'entre elles écrites à divers membres de la famille, mais jamais envoyées. La plupart étaient banales. Notes de remerciement, vœux d'anniversaire, plaintes concernant la météo. Mais au fond, j'ai trouvé une enveloppe avec mon nom dessus. Pour Elena, quand elle est prête. À l'intérieur, une seule page, ma très chère petite fille, tu n'as pas besoin de leur approbation pour avoir de la valeur. Tu n'as besoin que de ta propre approbation. Ils ont essayé de te rendre petite, mais les petites choses ne projettent pas d'ombre. Tu n'as jamais été petite, Elena. Tu attendais juste ton moment. J'espère ne pas être là pour le voir. Non pas parce que je ne le veux pas, mais parce que je sais que tu dois le faire seul. Tu dois te prouver que tu le peux. Quand ce sera fini, souviens-toi, bien vivre n'est pas une vengeance. C'est simplement la vérité. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Mamie Viviane. J'ai tenu la lettre pendant longtemps. Ce week-end-là, tante Patricia est venue me rendre visite. Nous avons cuisiné ensemble, quelque chose qu'aucune de nous n'avait fait en famille depuis des années. C'était calme, simple, et pour la première fois de ma vie, cela ressemblait à la maison. Mélanie est arrivée sans prévenir à la mi-mars. J'étais sur le porche en train de lire lorsque son Range Rover blanc s'est garé dans l'allée. Je l'ai regardée s'asseoir dans la voiture pendant une minute complète avant qu'elle n'ouvre la porte. Elle a marché vers moi lentement, comme si elle s'approchait d'un animal sauvage. « Je ne suis pas là pour me battre », a-t-elle dit. J'ai posé mon livre. « Alors pourquoi es-tu là ?» Elle s'est arrêtée au bas des marches du porche. Elle avait l'air différente, fatiguée, incertaine, loin de la confiance polie dont je me souvenais. « Peut-on parler ?» J'ai fait signe vers la chaise vide à côté de moi. Elle a monté les marches et s'est assise, ses mouvements raides et maladroits. Pendant un long moment, aucune de nous n'a parlé. « Je ne savais pas », a-t-elle finalement dit, « comment maman te traitait. Je veux dire, je savais qu'elle me favorisait. C'était évident. Mais je ne savais pas qu'elle t'éloignait activement. Cela aurait-il eu de l'importance si tu avais su? Mélanie a tressailli, puis doucement. Je ne sais pas. C'est la réponse honnête. J'ai étudié ma sœur. Ma demi-sœur, techniquement. L'enfant doré, celle qui n'avait jamais eu à se battre pour une place à table. Tu n'as jamais remis ça en question, ai-je dit. Pourquoi? Je n'étais jamais là. Tu l'as juste accepté. Oui. Elle regarda ses mains. J'ai cru ce qu'on m'a dit. Que tu ne voulais pas être avec nous. Que tu préférais être seule. Cela avait-il du sens pour toi que ta sœur choisisse d'être seule chaque Noël pendant 15 ans? Elle n'a pas répondu. Nous savions toutes les deux qu'elle n'y avait jamais réfléchi aussi profondément. Je ne suis pas prête à avoir une relation avec toi, a-t-elle finalement dit.
Mais je voulais que tu saches que je commence à voir les choses différemment. C'est plus que ce à quoi je m'attendais. J'ai hoché lentement la tête. Merci de me le dire en personne. Elle est partie 30 minutes plus tard. Ce n'était pas une réconciliation, mais c'était quelque chose. Au cours des mois suivants, j'ai appris quelque chose d'important sur les limites. Ce ne sont pas des murs. Ce sont des portes avec des serrures. Et vous décidez qui obtient une clé. Avec ma mère, contact zéro complet, pas d'appel, pas de SMS, pas d'explication. Je ne lui devais pas de conclusion. Elle avait eu 15 ans pour poser des questions, et elle avait choisi le silence. Maintenant, je choisissais la même chose. Avec Richard, un seul email par mois. Des mises à jour sur la maison, polies mais distantes. Il avait été un spectateur passif pendant 27 ans. Je n'allais pas prétendre que l'observation était la même chose que l'amour. Avec Mélanie, la porte était ouverte, mais à peine. Elle envoyait parfois des SMS, des photos de sa fille, des observations aléatoires sur la météo. Je répondais quand j'en avais envie. Aucune pression, aucune attente. Avec le reste de la famille, cela variait. Ceux qui avaient tendu la main pour s'excuser ont reçu des réponses. Ceux qui avaient défendu ma mère ont reçu le silence. Je ne tenais pas les comptes, mais j'étais attentive. Et tante Patricia? Patricia a eu la clé de rechange. Tu es sûr de ça? A-t-elle demandé, tenant le métal dans sa paume comme s'il pouvait exploser. Tu es la seule qui se soit inquiétée de moi, ai-je dit. Pendant 15 ans, tu es la seule à avoir remarqué mon absence. J'aurais dû faire plus que remarquer. Tu en fais plus maintenant. C'est ce qui compte. Elle venait tous les 2 week-ends. Nous marchions sur la plage. Nous parlions de mamie Viviane. Nous avons construit quelque chose de nouveau sur les cendres de quelque chose de brisé. Je n'ai pas claqué la porte au nez de ma famille. J'ai juste cessé de la tenir ouverte pour des gens qui n'avaient jamais eu l'intention d'y entrer. Il y a une différence entre l'isolement et les limites. L'isolement est la solitude. Les limites sont la paix. J'apprenais enfin à faire la différence. Cette année, j'ai organisé Noël. Pas pour 23 personnes. Pas pour les gens qui avaient passé 15 ans à prétendre que je n'existais pas. Pour 4. Tante Patricia est arrivée la première, portant un plat de gratin et une bouteille de vin. La recette de Viviane, a-t-elle dit, me tendant le plat. Je l'ai trouvée dans son vieux livre de cuisine. Mes 2 amies les plus proches de Lyon sont venues ensuite, Bérénice et Camille, les femmes qui avaient été ma vraie famille quand ma vraie famille m'avait oublié. Elles avaient conduit 3 heures pour être là. Et enfin, Marc, un collègue de mon cabinet qui avait traversé un divorce l'année dernière et n'avait nulle part où aller. Quand je l'ai invité, il m'a regardé comme si je lui avais offert un rein. Tu me connais à peine, avait-il dit. Je sais ce que c'est que d'être seul à Noël, avais-je répondu. Personne ne devrait se sentir comme ça s'il ne le veut pas. Alors, nous étions là. 4 personnes autour d'une table prévue pour 12. Un feu crépitant, des bougies allumées, l'odeur de la recette de mamie Viviane remplissant l'air. Sur la cheminée, j'avais placé sa photo, celle de nous 2 riant ensemble, la seule image dans cette maison qui m'est jamais incluse. Tante Patricia a levé son verre. À Viviane, et à la petite fille qui nous a rappelé ce que signifie réellement la famille. Nous avons trinqué. Dehors, les vagues s'écrasaient contre le rivage. À l'intérieur, la conversation coulait facilement. Pas de pincettes, pas de surveillance de ce que je disais, pas de sentiment d'être une intruse dans ma propre vie. J'ai regardé autour de la table les visages des personnes qui avaient choisi d'être là, qui voulaient que je sois là. Merci, ai-je dit doucement. D'être venu. Bérénice m'a serré la main. Merci de nous avoir invités. Cet endroit est magnifique. Il l'était. Et pour la première fois, j'ai senti que j'y étais à ma place. Après que tout le monde soit allé se coucher, je me suis glissé sur le porche. L'air de décembre était froid et vif, portant l'odeur salée de l'océan. Les étoiles se dispersaient dans le ciel comme du sucre renversé. Quelque part au loin, une corne de brume a retenti. Je me suis assise dans l'ancien fauteuil à bascule de grand-mère, mon fauteuil maintenant, et je me suis autorisé à penser à l'année écoulée, aux 15 années précédentes, à la femme que j'étais et à la femme que j'étais devenue.
Je pensais que le pardon signifiait faire semblant que rien ne s'était passé. Qu'être la personne la plus grande signifiait ravaler sa douleur et sourire malgré tout. Je ne le crois plus. Certaines choses ne peuvent pas être pardonnées. Non pas parce que vous êtes amer, mais parce que le pardon exige une reconnaissance, exige des remords, exige un changement, et certaines personnes n'offriront jamais ces choses. Ma mère avait appelé 3 fois depuis que je l'avais bloquée. Chaque fois à partir d'un numéro différent, chaque fois avec une approche différente. Colère, culpabilité, marchandage. Jamais une seule fois avec des excuses. Je ne la détestais pas. Cela m'a surprise. Je pensais que je le ferais, après tout. Mais la haine demande de l'énergie. Elle prend de la place dans votre tête, dans votre cœur. Et je lui avais déjà donné assez des deux. Ce que je ressentais maintenant était quelque chose de plus petit, de plus calme, quelque chose comme de la pitié mêlée d'acceptation. Elle était qui elle était. Elle avait fait ses choix. Et maintenant, je faisais les miens. Les limites ne sont pas une punition. Elles sont une protection, une façon de choisir où va votre énergie. J'avais passé 32 ans à essayer de gagner une place à une table qui ne voulait pas de moi. Maintenant, j'avais ma propre table. Elle était plus petite, plus calme, mais tout le monde là-bas avait choisi d'être là. Pas d'obligation, pas de ressentiment, pas de fantôme. Je me suis balancé lentement dans le fauteuil, écoutant les vagues. Pour la première fois de ma vie, je n'attendais rien. J'étais juste là. Le matin de Noël, je l'ai trouvé. Je rangeais après la nuit précédente, remettant les plats en place lorsque j'ai remarqué quelque chose derrière la photo de grand-mère sur la cheminée. Une enveloppe, couleur crème, glissée à l'arrière du cadre. Mon nom était écrit sur le devant de son écriture. En dessous, une note, à lire à ton premier Noël en tant que propriétaire. Mes mains tremblaient lorsque je l'ai ouverte. Ma très chère Elena, si tu lis ceci, cela signifie que tu l'as fait. Tu as cessé d'être invisible. J'aimerais pouvoir être là pour le voir. J'ai passé des années à regarder ta mère essayer de t'effacer, et cela m'a brisé le cœur. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû me battre plus fort. Mais Diane est ma fille, et j'ai continué à espérer, bêtement, qu'elle changerait. Elle ne l'a pas fait, et j'en suis désolé. Je t'ai laissé cette maison parce que tu l'as méritée. Non pas par manipulation ou complot comme ils le diront probablement, mais par amour. Amour pur et simple qui n'a jamais rien demandé en retour. Tu as les yeux de ton père, Elena. T'ai-je déjà dit cela? David était un homme bon. Peu pratique, oui, un rêveur, certainement. Mais bon. Ta mère n'a jamais pu voir cela. Elle n'a vu que ce qu'elle avait perdu en l'aimant. Tu as hérité de ses yeux, de son cœur et de sa capacité à voir la beauté dans les choses que les autres négligent. Bien vivre est la meilleure des vengeances, dit-on. Mais vivre vrai, c'est encore mieux. Sois vrai, Elena. Sois celle que tu es. Ne laisse personne te rendre petite à nouveau. Je t'aime. Je suis fier de toi. Et où que je sois, je te regarde. Ta mamie. J'ai pressé la lettre contre ma poitrine et j'ai fermé les yeux. Merci, ai-je murmuré à la pièce vide. Le feu crépitait, les vagues roulaient, et quelque part, je savais qu'elle m'avait entendu. Avant de terminer, je veux partager quelques réflexions sur ce qui s'est passé. Non pas pour excuser qui que ce soit, mais pour comprendre. Ma mère n'est pas un monstre. Ce serait plus facile, honnêtement, si je pouvais simplement la qualifier de méchante et passer à autre chose. Mais les gens sont plus compliqués que cela. Voici ce que je suis arrivé à croire. Diane a épousé mon père à 19 ans. Elle était jeune, idéaliste, convaincue que l'amour vaincrait tout. Lorsque la réalité a frappé la pauvreté, l'instabilité, la mort, elle n'a pas pu gérer le chagrin. Alors, elle l'a converti en honte. Dans son esprit, aimer David est devenu sa plus grande erreur, et je suis devenu la preuve vivante de cette erreur. Chaque fois qu'elle regardait mes yeux, elle voyait non pas sa fille, mais son échec. Cela n'excuse pas ce qu'elle a fait. Rien n'excuse 15 ans d'exclusion systématique, de manipulation psychologique et d'abandon émotionnel. Mais cela l'explique. Et la compréhension m'a aidé à me libérer de la question qui m'avait hanté pendant des décennies, qu'ai-je fait de mal? La réponse est, rien. Je n'ai rien fait de mal.
J'ai juste eu la malchance de naître avec les yeux du mauvais homme. Quant à moi, ma faiblesse était la patience, la gentillesse sans limite. J'ai passé 15 ans à penser que si j'étais assez silencieuse, assez bonne, assez peu exigeante, ils finiraient par me voir. Ils ne l'ont jamais fait. Parce que voici la vérité. Certaines personnes ne veulent pas vous voir. Et aucune quantité de rétrécissement de soi ne changera leur vision. La leçon ? N'arrosez pas les plantes mortes. Ne frappez pas aux portes qui ne s'ouvriront pas. Ne mendiez pas une place à des tables où vous n'êtes pas désiré. Construisez plutôt votre propre table. Et c'est ce que je fais maintenant. Un jour à la fois.